Comment donner tes premiers cours de guitare? Le guide pratique en 9 points pour fidéliser tes élèves. Alors ce petit document, cette vidéo surtout va te permettre de donner tes premiers cours et de ne pas faire d'erreurs et de fidéliser tes élèves. Alors aujourd'hui dans la formation que je propose, j'accompagne Anthony. Anthony, c'est un élève qui s'est offert la formation pour devenir professeur. Il est super motivé et il a commencé à donner ses premiers cours en autonomie à domicile. Donc c'est une étape importante, donc il n'a jamais donné de cours tout seul et va devoir s'appuyer sur les 10 points clés issus de mon expérience. J'ai déjà donné un peu plus de 9700 cours depuis toutes ces années. Alors, ces conseils sont concrets, applicables immédiatement et fonctionnent à tous les coups. Ils t'aideront à établir un bon cadre, poser ton autorité bienveillante, motiver tes élèves et construire une relation de confiance dès la première rencontre. Alors, on va voir un petit peu le sommaire des 10 points appliqués absolument pour voir un petit peu si tu t'y retrouves dans tout ce qu'on va dire. Donc, 1, ponctualité et présentation. La base. Créer une relation de confiance dès le début. Respecter le cadre temporel pour éviter les débordements. Là, c'est-à-dire que tu vas devoir mettre un chrono. Commencer par rejouer un passage déjà travaillé, en exercice d'échauffement. Ne jamais donner de feuilles ou de support écrit dès le début. Ça, c'est une erreur de donner une partition, une tablature dès le départ. Appliquer la méthode des 10 fois pour les passages difficiles. Alors ça, c'est mon petit secret, ma petite astuce. Alors, jouer en 7e point avec une batterie pour cadrer le rythme. Batterie ou boîte à rythme. Ensuite, clôturer un mini bilan et une mission pour la semaine suivante. Donc, c'est-à-dire clôturer avec un mini bilan, c'est faire un petit point sur tout ce que vous avez vu pour la semaine suivante. Créer une trace du cours avec ChatGPT ou une vidéo. Voilà. Alors, on a vu les 9 points et non 10 points. Au départ, j'ai dit 10 points, c'est 9 points. Ponctualité et présentation. Donc déjà, il faut arriver bien sûr à l'heure, avec 1 ou 2 minutes d'avance, bien sûr. Donc certains élèves sont très sensibles à la ponctualité, surtout les personnes âgées. Donc frappe à la porte, pile poil à l'heure, pas trop tôt, pas trop tard. Cela montre du respect et une bonne maîtrise du timing. Sois présentable, bien sûr. Si tu y vas mal habillé, sale ou un peu la gueule enfarinée, comme on dit, ça va pas le faire. Donc bien sûr, coiffé, souriant et en forme. Donne l'impression d'être à 100%, même si tu es fatigué. Il faut savoir se dépasser pour fidéliser ses élèves. Avoir une posture professionnelle, bien sûr. Donc, tu restes agréable, chaleureux, mais tu gardes une petite distance au début pour éviter que l'élève ne prenne pas trop d'ascendant sur toi. Il y a des élèves qui ont du caractère et qui vont essayer, sans le vouloir, prendre les choses en main. Donc, c'est toi qui donnes le cours et non l'élève. N'oublie pas, tu es le guide, c'est toi qui donnes le cours. Ensuite, deuxième point, crée une relation de confiance et pose un cadre clair. Donc tu commences par discuter naturellement avec ton élève, hein, tu parles de tout, de rien, tu demandes comment il va, tu parles de sa journée, de ta journée, les morceaux que tu as fait avec tes élèves juste avant, tu parles un peu de tout, du matériel, de sa vie, et ça entretient une relation prof-élève et une relation humaine, qui est normale. Donc, ce moment informel est essentiel pour créer une ambiance de confiance et de bien-être. C'est très important. Il ne faut pas sauter directement dans le cours, même si ça prend 5 à 6 minutes. Il faut discuter avec la personne. C'est très important. Ce temps investi renforcera la fidélité de l'élève. Installe un cadre temporel, clair, avec humour et professionnalisme. Donc dis à l'élève que tu vas mettre un chrono pour ne pas dépasser les 45 minutes de cours. Bon, moi j'en parle tout le temps, tu vois, moi le truc que je dis c'est je mets un réveil qui sonnera dans 45 minutes parce que à chaque fois je tchatche et je pars en retard. Ça, c'est la phrase que j'utilise tout le temps et c'est la vérité. Ensuite, pourquoi programmer le réveil à 41 minutes? Avant, je le mettais à 45 minutes pile poil, mais forcément, je dépassais le temps. Parce que si tu mets à 45 minutes, tu risques de finir à 55 ou à 60 minutes. Si tu mets à 41 minutes, à 45 minutes, c'est terminé et tu passes à un autre élève. Et tu peux conclure, tu peux discuter avec l'élève jusqu'à 45. Le petit bonus, quand le réveil sonne et que tu continues un peu, l'élève se dit qu'il a eu du rab. Forcément, tu lui donnes 4 minutes de plus. Il se dit « Ah, cool, j'en ai un peu plus ».
Donc, il finit le cours avec une sensation positive quand ça sonne. Si tu dépasses les 45 minutes, ça le crève, en fait, ton élève. C'est déjà fini. Ou super, mais ça passe trop vite. Ça, c'est ce qui revient régulièrement. Si l'élève prend plaisir, bien sûr. L'analogie du restaurant chinois à volonté. Ça, c'est une petite expérience. Donc, trop de contenu ou un cours trop long finit par gaver l'élève. Même si c'est très bon, même si le cours est très bien, bon là, en l'occurrence, c'est pour le restaurant chinois, si c'est très bon, comme dans un restaurant à volonté, tu vas te gaver et tu vas plus te souvenir que c'était très bon, tu vas dire oh, j'ai mal au ventre, j'en peux plus. Donc mieux vaut lui laisser une légère frustration positive et une envie de reprendre un cours ou de revenir prendre un cours avec toi. C'est comme un bon plat, bien dosé, un cours bien rythmé donne envie de continuer. Voilà, on continue. Troisième point. Garde des limites claires. Ne donne pas trop. Ne dépasse pas systématiquement le temps, même si tu as envie de faire plaisir ou que l'élève est sympa et attachant. Quelquefois, tu peux lui en donner plus, mais si ça devient régulier, il en prend l'habitude, et après il se dit « Oh, bah, c'est pas cool, là, on a eu moins de temps. » Ça m'est déjà arrivé. Donner trop te fait perdre en crédibilité sur le long terme. Les élèves s'habituent vite au rab et finissent par le considérer comme un dû. C'est très important. Moi, j'ai donné des fois une demi-heure de trop, et quand j'ai enlevé cette demi-heure, l'élève me disait « Ah, mais on fait pas 2 heures ?» Et tu dis « Ah non, non, c'est 1 heure et demie, puisqu'on a 2 cours, ça fait 2 fois 45 minutes. » Ensuite, résultat, tu passes pour quelqu'un de trop gentil, voire pour un idiot aux yeux de certains. Malheureusement, aujourd'hui, la gentillesse veut dire bêtise. 80% des élèves ne se rendent pas compte de ce que tu donnes en plus. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas ton temps, ton énergie ou ta fatigue. Ça, c'est comme ça. Les élèves, ils viennent, ils en profitent, mais ils ne voient pas que tu es crevé ou quoi que ce soit. Ils pensent parfois que c'est normal et ne te remercient même pas. Bon, ça, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Fixer une limite, c'est te faire respecter. Le chrono, donc comme on a vu précédemment, et c'est une arme redoutable pour cela. Donc chrono il sonne, c'est terminé, t'as même pas besoin de dire ah ça va être l'heure, tout gêné, t'y vas, c'est fini. Sois gentil, souriant, humain, mais ferme sur la durée. Tu peux offrir 2-3 minutes de plus si tu veux, mais pas 20 minutes à chaque fois. Quatrième point, revoir, échauffer, corriger, poser ta posture de professeur. Commence le cours par la reprise d'un morceau déjà travaillé. Ça, déjà, si tu commences par ça, tu dis ah, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Ah, on a vu ça, est-ce que tu peux me le refaire, s'il te plaît? Ça pose direct le truc. Même si c'est un premier cours avec un nouvel élève, choisis un morceau simple qu'il connaît déjà, ou un riff facile. Ça, c'est pour l'échauffement. Ensuite, ça sert à l'échauffement en effet, et permet de créer une entrée en matière douce avant d'aborder le nouveau morceau. Observe attentivement. Ça, c'est important que tu vérifies. Profite de cet échauffement pour repérer les mauvaises habitudes, les placements de doigts douteux ou les erreurs rythmiques, ce qui revient assez régulièrement. N'hésite pas à corriger ces problèmes immédiatement, avec douceur et fermeté. Donc il faut dire, ah, méfie-toi là, ton doigt, il n'est pas placé au bon endroit, du coup ta corde elle frise. Ensuite, ne pas corriger, c'est valider l'erreur. Ça, c'était une de mes faiblesses, c'est-à-dire que je laissais faire, je me suis dit, oh c'est pas grave, le pauvre, je vais pas l'embêter. Et du coup, bah, l'élève apprenait avec son erreur, et quelques années après, je dis, ah, ton pouce là, il est mal placé. Et ça m'est arrivé que l'élève me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ça m'est déjà arrivé, ça a été une erreur de ma part. Si tu vois une erreur et que tu ne dis rien, l'élève pense qu'il l'a bien joué. Il ne va pas te dire, je crois que je me suis planté. Il va se dire, oh, ça passe, il a rien écouté. Il va valider l'erreur, le prof n'a rien dit, donc c'est bon. Corriger, c'est valider ta légitimité. Si tu le reprends, et ben du coup, tu lui montres ton expertise. Il voit que bah, voilà, tu as vu et que tu sais. L'élève se dit naturellement, ok, il est pro, il voit tout. Cela renforce la confiance et ton autorité bienveillante. Cinquième point. Alors ça va être particulier, toi qui utilises peut-être les tablatures. Pas de feuille, pas d'écran, apprendre sans support écrit. Ne donne pas de feuille au moment de l'apprentissage. Tu peux donner une feuille après, mais pas au moment où la personne elle apprend. Pas de polycopier,
pas de tablature, de PDF, à lire pendant le cours, au moment de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que lire empêche de mémoriser. J'ai une élève, Dani, ça fait 8 ans que je l'ai. On a abordé peut-être une cinquantaine, voire plus de morceaux. Et elle me dit, mais je les retiens pas, je les retiens pas. Et je lui dis, bah oui, mais c'est parce que tu les apprends en les lisant. Quand tu les lis, c'est fichu. Il faut pas lire en même temps, il faut mémoriser d'abord et après tu pourras lire. Donc quand l'élève débutant lit, il ne joue pas en plus avec émotion et fluidité. Il est fixé sur la vue. Il est focalisé donc sur le papier. La mémoire se déclenche quand elle est sollicitée. C'est exactement ça. Par exemple, retenir un numéro de téléphone quand on n'a pas de quoi l'écrire. Tu rencontres quelqu'un, il te donne son numéro de téléphone, t'as pas ton téléphone. Là, tu vas le mémoriser, tu vas te forcer à le mémoriser. C'est pareil, donc si on a un support, le cerveau se dit inutile de le retenir, c'est écrit ou je l'ai enregistré dans mon téléphone. C'est comme ça que ça marche. Exemple concret de mon vécu, même après 8 ans à avoir joué Somewhere over the Rainbow, tu connais cette chanson Somewhere over the Rainbow, donc je l'ai appris sur une feuille, je l'ai lu. Celui-ci, impossible de le mémoriser, je le retiens toujours pas, je l'ai pas en tête. Donc je continue à le lire malheureusement. Donc c'est la preuve que la dépendance à la lecture bloque la mémorisation profonde. C'est-à-dire que si tu lis en apprenant le morceau, ton cerveau se dit inutile de le mémoriser puisque c'est écrit. La solution pratique, donc tu joues le morceau lentement, phrase par phrase, tu le décomposes, et ensuite l'élève va répéter une phrase. Tu commences avec 2 accords, plus un autre. Tu en ajoutes un petit bout à chaque fois. Voilà. Comme un jeu de mémorisation, genre Super Simon, je sais pas si tu connais ce jeu, où il y a une petite musique qui se crée avec des loupiottes qui s'allument, et tu dois reproduire par exemple ding ding, donc t'appuies ding ding, après ça fait ding ding ding, ding ding ding, et ainsi de suite, ça en rajoute, ça en rajoute. C'est un jeu des années 80, à peu près 90. Ne laisse jamais traîner la feuille sous les yeux, même retournée, puisque l'élève va tenter de la regarder. Même toi, ça m'est déjà arrivé en live d'avoir la feuille en concert, donc à mes pieds, et d'essayer de la regarder. Erreur. Sinon, l'élève va se dire, ouais, elle est là si jamais. Il ne fera pas l'effort de la retenir et se dira au bout d'un moment, on va la retourner. Il pourra lire une fois que la suite de notes ou d'accords seront mémorisés. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, une fois que la suite d'accords ou de notes est mémorisée, là, tu lui donnes la feuille, il pourra lire. Ensuite, apprendre sans support, c'est ancré profondément. L'élève sera concentré, attentif, à l'écoute de son instrument et des autres musiciens, donc de toi en l'occurrence si tu joues d'un autre instrument. Tu transformes l'exercice en une vraie expérience d'apprentissage, pas un simple déchiffrage. Très important. Le passage difficile, ma méthode des 10 fois. Ça, c'est le point numéro 6. Ça, c'est mon astuce secrète. Quand un passage bloque, applique la méthode des 10 fois. Donc, ma méthode des 10 fois, tu commences par annoncer clairement à l'élève, bon, on va le faire 10 fois, et à la fin, tu verras, tu y arriveras. Très important. Compte-le à haute voix, donc à chaque fois, tu comptes. Tu le fais une fois, tu fais 1, tu le fais, l'élève le fait. 2, tu le fais, l'élève le fait. Cette méthode est ultra puissante parce qu'elle structure l'effort tout en fixant un objectif atteignable. Si tu donnes pas d'objectif à un élève, tu le fais faire peu importe le nombre de fois, il va pas savoir quand est-ce que ça va se terminer et va pas se forcer à l'apprendre. Que là, en 10 fois, son cerveau se met en route, il se dit objectif, ne pas dépasser les 10 fois. C'est comme ça que ça marche. Comment faire concrètement? Première fois. Allez, regarde, je te montre. Deuxième fois. Il joue, pas de commentaire, tu laisses faire. Troisième, quatrième fois, il continue, tu le laisses faire sans corriger, tu n'interviens pas. Cinquième fois, là, tu commences à le corriger, à dire, ah là, t'as un doigt mal placé, un rythme qui est mal calé. Tu continues. Septième fois, il y arrive. Et là, tu l'encourages. Alors, septième fois, le chiffre magique, c'est parce que à chaque fois, à la septième fois, l'élève y arrive. Ça, j'ai remarqué, c'est systématique, c'est 6 ou septième fois, la plupart c'est septième fois. La plupart du temps, pardon. Normalement, la septième fois, les élèves y arrivent. Avant de commencer les 10 fois, tu pourras dire, tu devrais normalement y arriver à la septième fois.
C'est ce que je dis à chaque fois. Donc même si tu n'as pas encore une centaine d'élèves, tu vas vite l'observer. 8e fois, souvent, l'élève va se louper. C'est le relâchement, forcément, puisque après la 7e fois, on y est arrivé, il y a un petit coup de relâchement. 9e fois, il s'applique de nouveau et ça revient. Et 10e fois, alors là, la 10e fois, c'est la bombe, il y arrive, là, tu valides avec un grand sourire, tu vois, impeccable, mission accomplie. Voilà pour ma petite astuce. Pourquoi ça marche? Parce que tu fixes un objectif clair au cerveau de l'élève. Tu peux même l'appliquer à toi-même si tu veux apprendre quelque chose de nouveau. Le mental se dit, ok, je dois tenir et y arriver absolument à la 10e fois. Même s'il n'y arrive pas à chaque fois, l'élève progresse. Il arrive des fois où les 10 fois ne fonctionnent pas. Et si tu vises haut, même si tu n'atteins pas ta cible, tu iras plus loin que si tu n'avais rien visé. C'est d'où vient viser la lune, tu finiras dans les étoiles. Exemple personnel à partager à l'élève. Tu peux lui dire, quand j'ai commencé le footing, je n'arrivais pas à monter une côte d'un trait. Donc ça, c'est mon exemple. Moi, je vais tous les jours courir, et en sortant de chez moi, j'ai une côte directe, à pic. Donc je me suis fixé un objectif, atteindre un pylône à mi-chemin. Je me suis dit, si j'atteins un pylône, c'est bon, je serai à mi-chemin, sans m'arrêter. Donc je l'ai répété plusieurs fois, atteindre ce pylône, et un jour, je l'ai dépassé. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu t'arrêtes quand tu veux. Ce type de partage humanise le prof et booste la motivation. Quand tu as une petite anecdote, ça humanise donc ton expertise. Variante. Donc s'il n'y arrive pas à la 10e fois, ça arrive, c'est pas grave, c'est normal, il ne faut pas qu'ils se sentent déçus. Donc certains élèves ont besoin de plus de temps. Ce n'est pas un échec, c'est un indicateur qu'il y a un petit problème et qu'il faut le régler, un petit détail. L'exercice est peut-être encore trop complexe d'un point de vue technique ou rythmique, et du coup la solution c'est de simplifier un passage. Analyse avec lui où ça bloque précisément, et ensuite, est-ce que tu vas trouver une position de la main gauche qui ne va pas, la synchronisation avec la main droite, ou alors la vitesse d'enchaînement des notes. Tu peux réduire la vitesse, lui demander d'aller moins vite. Décompose l'exercice, tu lui dis, on va reprendre juste ce petit morceau, ce petit passage, et on fait ça 10 fois. Peut-être juste un changement d'accord qui empêche d'y arriver. Par exemple, au lieu de faire une phrase complète, tu fais 2 ou 3 notes bien calées. Tu essayes de cibler à quel moment ça bug. Tu fais plusieurs boucles de 10 fois. Par exemple, tu fais 10 fois un passage d'accord, 10 fois le deuxième accord avec le troisième accord. Tu fais plusieurs fois ce petit truc de 10 fois et ça marche très bien. Donc, c'est ce que je viens de dire, plusieurs fois les 10 fois. Alors, ce n'est pas redondant, c'est de la rééducation musicale. L'élève va pas se dire « Oh là là, c'est chiant ton truc de 10 fois, ça m'est jamais arrivé ». C'est de la rééducation musicale, c'est de l'apprentissage. Et plus tu le fais, plus c'est intégré chez l'élève, ça devient une habitude, et il le fera quand il jouera tout seul à la maison, et il va progresser plus rapidement. 7e, travaille avec une batterie ou une boîte à rythme. Donc cadrer le tempo et travailler l'écoute, c'est ultra important. L'écoute est absolument primordiale. Jouer de la musique, c'est jouer avec d'autres musiciens. C'est le but de chaque élève, normalement. Les élèves ont tendance à se focaliser donc sur leur jeu, ils regardent leurs mouvements, leurs mains, et ils n'écoutent pas. Et encore moins le métronome ou la boîte à rythme, ou d'autres musiciens. La solution, donc, c'est dès le premier cours, il faut jouer d'un instrument avec ton élève, ou lancer une boîte à rythme. Moi, j'utilise l'application BeatStation. Ça marche très bien. C'est un petit logo gris et orange, le signe de l'infini. Donc, les élèves prendront l'habitude d'écouter dès leur premier cours. Il faut habituer les gens à écouter les autres ou la boîte à rythme dès le premier cours. Moi, c'est ce que je fais. Ça marche très bien. Le rythme, c'est la base. C'est pas de poser des accords, c'est vraiment de gratter en rythme. Et les plus gros pièges, c'est de jouer trop vite et de ne pas être régulier. Inutile que l'élève connaisse ses accords parfaitement s'il n'arrive pas à les enchaîner régulièrement. Attention, donc le problème récurrent, c'est que quasiment tout le monde ne se rend pas compte
que la main rythmique est primordiale, et non la main qui pose les notes et les accords. Ça, c'est ce que je demande toujours à mes élèves. À ton avis, je leur fais ça. À ton avis, c'est à quelle main qui commande? La main qui gratte ou la main qui pose les accords? La plupart du temps, les gens me disent la main qui pose les accords. Erreur. La main rythmique, c'est elle qui crée les différents styles pop, rock, folk, reggae, les nuances et l'émotion. Donc la plupart des élèves arrêtent leurs mains qui jouent le rythme entre chaque accord. Ça, il faut le travailler absolument avec une boîte à rythme et une rythmique. Il faut que les élèves le comprennent. Donc tous les élèves accélèrent les passages faciles et ralentissent forcément les passages difficiles. Donc tu vas avoir des changements de tempo. Donc il faut leur apprendre à jouer doucement, même les passages qu'ils savent très bien faire. Résultat, le morceau est bancal et l'apprentissage est inefficace. La meilleure solution, accompagner l'élève à la batterie. Voilà la solution. Si tu enseignes chez toi, investis dans une petite batterie acoustique ou électronique, même une premier prix, ça fera l'affaire. Tu joues de la batterie pendant que l'élève joue de la guitare. Ensuite, tu contrôles le tempo, tu le forces à rester régulier à ta vitesse. C'est bien plus efficace qu'une guitare accompagnante. Le cerveau est naturellement attiré par la batterie. En plus, l'élève va pas se cacher derrière ton jeu, parce que des fois il joue pas très fort, et du coup tu n'entends pas trop les détails. De guitare, ça s'entend moins que guitare-batterie. À domicile, donc, utilise une appli de batterie et une enceinte Bluetooth. Donc tu n'as pas besoin d'un métronome froid, il faut un groove basique et vivant. C'est mieux qu'un métronome. Exemple d'application, bon, sur iOS tu vas trouver BeatStation, que j'utilise qui est très bien, Android Drumloops Lite, et sur les deux, tu vas trouver Loops. Voilà. Choisis un rythme en 4 temps ou un 2 temps, simple et lent, inutile de mettre des roulements. Donc tu lances la boucle et vous jouez ensemble, tu comptes 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Même sur les morceaux sans batterie, par exemple l'intro de Nothing Else Matters, tu n'as pas de batterie. Donc tu trouves un rythme lent qui correspond à l'ambiance pour qu'en fait les arpèges soient bien calés sur la batterie. Très important. Le but est d'éduquer l'élève à garder un tempo constant sans s'emballer. Combine la méthode des 10 fois avec la batterie, tu lances la boucle, fais-le jouer le passage difficile 10 fois sur le même tempo. Il apprend comme ça la régularité et la précision, pas juste les notes. Conclusion, le cours avec un mini bilan et une mission. Donc toujours terminer sur une note positive et structurée. Donc la vidéo est un peu longue, tu peux, si tu veux, me demander de t'envoyer ce document, ou alors tu prends des notes. Là c'est pour ton premier cours, c'est très important de noter tout ça et de mettre tous ces écrits en œuvre. Donc toujours terminer sur une note positive et structurée. Félicite l'élève pour ses efforts. Ouais, c'est cool, tu t'es bien concentré. Ouais, t'as bien tenu le rythme. Faut toujours avoir des phrases positives, parce que l'élève va souvent faire ça avec sa tête, dire « Ah, ça me saoule, j'y arrive pas », il va râler, faut l'encourager. Résume rapidement ce qui a été vu. À la fin du cours, tu lui dis « Aujourd'hui, on a bossé ce passage du morceau, on a vu comment le jouer en rythme avec la batterie, tu t'en es bien sorti. » Ou tu dis « La prochaine fois, on fera mieux, etc. » Donne-lui une mission claire pour la semaine. Par exemple, tu refais ce passage 10 fois par jour sans la feuille. Tu t'entraînes à passer tes accords une fois par jour, tu fais le système des 10 fois. Essaie de jouer avec une application de batterie à 60 BPM. Tu peux aussi lui envoyer une vidéo guide musicale. Apprends les accords par cœur et travaille-les lentement. Apprends plutôt les accords par cœur plutôt que de les lire. Ça, c'est aussi important. Sois spécifique, pas vague. L'élève doit savoir exactement quoi faire. Astuce bonus. Note toi-même la mission sur un petit carnet de suivi d'élèves ou dans ton téléphone pour t'en souvenir au prochain cours. Tu peux aussi lui envoyer un petit message à la fin du cours. N'oublie pas tes 10 fois quotidiens. Ça montre que tu es investi et cela renforce le lien prof-élève. Finir avec le sourire, une tape amicale, à la semaine prochaine, j'ai hâte de voir tes progrès. Tout ça, ça donne envie de revenir. Tout ça, ça crée une confiance entre le prof et l'élève.
Tu laisses une trace émotionnelle positive et c'est ce que les gens retiennent le plus. Les gens ont besoin d'humanité, pas de profs sérieux, stricts et désagréables. Prolonger le cours avec des outils numériques et des vidéos. 9e point et dernier point. Donc c'est faire un récapitulatif du cours avec ChatGPT. Moi je le fais, tu vois, tu dictes. Alors là, j'étais avec Simon, on a bossé ce morceau-là, passage d'accord, nanana. Note que du passage au ré, au sol, il y a un petit arrêt à corriger, etc. Et ChatGPT va faire un petit rapport rapidement. Moi je demande, fais-moi une fiche élève, tu fais un copier-coller, tu l'envoies. Donc tu peux dicter à ChatGPT tout ce que vous avez fait ensemble avec l'élève. Morceau travaillé, point corrigé, objectif de la semaine. Et l'élève peut parler, il peut participer à la conversation avec l'IA. Il voit ce qu'il a appris et ça l'aide à intégrer le contenu. Tu fais un copier-coller de cette transcription et tu l'envoies sur WhatsApp. Moi j'utilise beaucoup WhatsApp pour envoyer les vidéos ou les transcriptions. Cela crée une trace écrite vivante du cours, utile pour le suivi et la progression. Ça peut t'éviter de tenir un petit cahier, puisque là, chaque semaine, tu peux regarder dans la conversation WhatsApp et voir où t'en es. En cours visio, utilise Fatome. Alors Fatome, c'est un outil très efficace. On l'utilise par exemple, avec Google Meet sur l'ordinateur. Donc Fatome enregistre le cours vidéo, plus une transcription automatique. Tu le reçois par mail, tu fais un copier-coller, tu le mets soit comme ça dans WhatsApp, soit tu le mets dans le chat GPT qui te remet tout en forme, et tu l'envoies à ton élève. Et après, tu peux aussi lui envoyer le lien de Fatome que tu déclenches au moment de ton Google Meet. Hein. Et du coup, l'élève va pouvoir avoir le lien du cours et le revoir. Là, c'est ce que je suis en train de dire. Tu peux envoyer le lien directement à l'élève ou bien copier la transcription pour lui résumer le cours. Donc, l'élève peut revoir le cours quand il veut, ce qui booste sa compréhension et sa motivation. Donc, comme je disais, utilise WhatsApp comme outil central de communication. Envoie les transcriptions du cours, les liens utiles, les paroles, les tabs, les morceaux originaux aussi. Envoie aussi les vidéos, tutos ou guides musicaux que tu fais, les messages vocaux et les écrits. Cela crée un fil conducteur entre les séances et montre que tu es disponible et impliqué. Moi, je te conseille de créer une chaîne YouTube pédagogique à ton nom. Tu postes des vidéos explicatives, tes petits covers, ou encore des guides musicaux au ralenti que tu enregistres pour que l'élève puisse jouer dessus. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Tu mets en public tes vidéos pour que d'autres puissent en profiter, ou en non répertorié. Moi, je les mets en non répertorié. Alors, si c'est réservé à tes élèves. Donc, tu auras juste à envoyer le lien et tes élèves pourront lire la vidéo. Mais les gens qui vont sur ta chaîne ne pourront pas lire les vidéos. Envoie simplement le lien de la vidéo à l'élève. Donc, tout ça, c'est un gain de temps. Pas besoin de refaire à chaque fois une vidéo. Et en plus, ça prend pas de place dans ton WhatsApp et dans ton téléphone, puisque c'est sur YouTube. Donc, faire la différence entre un tuto et un guide musical. Donc, le guide musical, c'est une petite vidéo où tu vas jouer par-dessus le morceau original au ralenti, ou tu mets simplement une batterie en fond. Sans explication, tu dis rien du tout. Donc l'élève joue par-dessus pour s'entraîner en rythme, très important, les petits guides musicaux. Ce n'est pas une vidéo explicative, c'est pas un tuto, mais un support de travail actif. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un morceau, tu fais un tuto du couplet, un tuto du refrain, un tuto du pré-refrain, du solo, et à côté, tu fais une vidéo cover, un guide musical au ralenti, pour que les élèves puissent jouer par-dessus et voir tes mains. Conseil, pour filmer tes vidéos, pas besoin de montrer ton visage si tu n'as pas envie. Prévois un bon angle de caméra, donc main gauche bien visible, une bonne lumière. Bon, tu vois, moi j'utilise ça. Hop, une petite lampe. Ça fait la différence et je me mets face à une fenêtre. Et j'éclaire mon fond, tu vois, on voit que derrière là, c'est éclairé. C'est plutôt joli. Un fond neutre et propre pour une clarté visuelle, donc c'est-à-dire que tu mets pas une étagère bordélique ou alors qu'on voit le sol, tu vois, où il y a plein de trucs qui traînent. Là, c'est net, pas de choses qui traînent, quoi. Ça, c'est très important. Ensuite, soigne la qualité son-image. En 4K, c'est préférable. La présentation, même si c'est simple. Le but est que la qualité de la vidéo soit
agréable à regarder et surtout que ta vidéo soit utile. Alors, tu veux aller plus loin, tu veux rejoindre ma communauté Skool, tu peux cliquer juste sur le lien dans la description. Tu peux aussi recevoir ce document, comme ça tu peux reprendre tous les points. En te connectant sur ma communauté Skool, tu me fais la demande par message et je te l'enverrai. Voilà. Tu peux aussi avoir un appel avec moi pour générer entre 2500 et 5000 euros avec ta guitare en donnant des cours. Et je peux aussi te recommander des élèves parce que j'ai beaucoup de demandes et j'ai besoin de personnes sérieuses avec qui travailler. Voilà, donc tu peux cliquer aussi sur le lien ici et tu auras un petit planning où tu vas pouvoir sélectionner un rendez-vous pour que je t'appelle et faire le point sur ton projet. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, bon courage et lance-toi. Ciao.